connais les séries télévisées. J'ai pas la télé, vieux. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, votre podcast consacré aux séries d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Junior, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. J'espère que tout va pour le mieux de votre côté avec moi, celle que vous avez pu entendre dans notre première partie du bilan des meilleures séries vues en 2024. Elle était venue nous parler entre autres de The Good Fight. Salut Delphine. Salut Junior. Est-ce que tout va bien ? Ça va et toi ? Oui, très bien. Au programme, une série sortie en pleine période Covid, pendant le premier confinement le 27 avril 2020. Son nom, Mes premières fois, Never Have I Ever en VO, une fiction américaine créée par Mindy Kaling et Lang Fisher. C'est dispo sur Netflix, 4 saisons et 40 épisodes au total. La série s'est achevée le 8 juin 2023. Je tiens à préciser que dans cette émission, on abordera principalement la saison 1. Est-ce que Mes premières fois est un bon teen drama ? Est-ce que cette série peut plaire à ceux qui ne sont plus des ados ? Que penser de la voix off improbable choisie en tant que narrateur ? Est-ce que cette série nous a passionnés ou franchement ennuyés ? Des éléments de réponse à ces questions et à plein d'autres, juste après un premier extrait. Guys, sophomore year is gonna be our year. You can feel it. But we're not cool. Would a not cool person wear one dangly earring? Which brings me to my plan. We're rebranding. I have chosen attainable, yet status-enhancing people for each of us today. Hey, Jonah. You smell great today. It's Forever by Mariah Carey. Oh. This is why you don't mess with me. See, I'm technically best there ever be. Yes, I'm blessed indeed, so don't test me, please. I am Hercules, I unleash the beast. You look like an Indian Kardashian. I want to talk about a major event that could happen. Popping my cherry, Doc. Oh, Lord. We are smart, and idiots are banging all the time. We can learn how to do it too. Word of advice, just give up. Oh, yeah? I won't be able to walk again tomorrow because I'm about to go get railed. Peace out, virgin. You just seem lost. And I'm not lost. High school's a dick. Are we allowed to say dick now? I just want to be a normal teenager. Pour celles et ceux qui n'ont jamais vu Mes premières fois, Delphine, est-ce que tu peux nous résumer de quoi parle la série, s'il te plaît ? Oui, alors c'est l'histoire de Devi Vishwakumar, une ado indo-américaine. C'est l'histoire de son quotidien, ses amitiés, ses amours, ses difficultés, mais tout ça sous forme de comédie, bien sûr. Oui, au casting, alors pardon pour la prononciation, s'il y a des gens d'originaire d'Inde, j'en suis navré. Pour ma prononciation, je fais comme je peux. Maitreyi Ramakrishnan, Risha Morjani, Jaren Lewison, Darren Barnett, Purna Jagannathan, Sendil Ramamurthy. Et en voix off récurrente, on a qui, Delphine ? McEnroe, John. Oui, et qui est John McEnroe ? Un grand joueur de tennis qui était réputé pour ses envolées sur le terrain, toujours insulter les arbitres. Peut-être que ça a servi d'ailleurs dans cette série, c'est gueulante. Peut-être. Peut-être, petit spoiler. Pour que les auditrices et auditeurs situent bien les choses, parmi toutes celles qui sont présentes, il y a de nombreux teen dramas. En dehors de Mes premières fois, j'aimerais bien savoir quelles sont celles que tu as pu mater sur cette plateforme, Delphine. Sur Netflix, Gilmore Girls, on a fait un PPP dessus et on a bien vu que j'adorais cette série. J'avais beaucoup aimé Atypical aussi, Sex Education, Heartstopper, Derry Girl, vraiment, allez-y, elle est géniale cette série. Ouais. Anne with an E, dans un truc un peu plus poétique et plus mignon. Et Stranger Things, bien sûr. Très bien, ça fait un gros package. Oui. Il n'y a pas que ça, vous pouvez ajouter Sabrina, le remake, vous pouvez ajouter bien sûr Riverdale sur Netflix France. Il y en a beaucoup aussi que j'ai pu mater. Il y en a beaucoup aussi que j'ai mises de côté. Outer Banks, tu vois, des séries comme ça où je me dis je suis définitivement pas la cible parce que je me pose cette sempiternelle question, est-ce que c'est vraiment des séries, pour moi qui suis dans la jeune trentaine, bien sûr, je viens à peine de rentrer et c'est figé évidemment. Bien sûr. Non, mais ouais, je suis dans la trentaine, ça fait un moment que je me dis que c'est plus trop pour moi. Et j'aimerais bien savoir quand même, Delphine, toi, qu'est-ce qui t'a amené à lancer cette série ? Parce que a priori, c'est pas fait pour nous. Oui, alors moi aussi, les teen dramas, vraiment, j'adore ça, les triangles amoureux, les histoires d'amour des collégiens. C'est vrai que quand tu les regardes, finalement, à notre âge, tu t'attaches moins aux persos,
au même perso que pourraient s'attacher les ados, en fait. C'est là où tu t'en rends compte, quand tu revois les séries que tu regardais plus jeune, tu dis « Ah non, mais en fait, ils sont horribles, mais les parents, ils ont trop raison », et tu t'attaches vachement aux parents. Donc, mais moi, je suis toujours friande quand même de ce genre de choses. Et surtout, celle-là où c'est plutôt bien écrit, très drôle. Bah ouais, moi, j'adhère à fond, et j'adore. Qu'est-ce qui t'a amené à la lancer, en fait? C'est vraiment, t'as navigué et t'es tombé dessus ou... Mandy Kaling, je pense, une des co-créatrices, parce que j'aimais beaucoup. Elle était déjà un peu scénariste aussi sur The Office, The Midi Project. Elle fait quand même beaucoup de choses pour le SNL, pour tout ça. Et donc, c'est quelqu'un que j'aime quand même pas mal. J'aime bien son humour. Et donc, je pense que c'est pour ça que je l'ai lancé. Et avoir une nouvelle culture aussi, un petit drama avec cette culture indienne, je trouvais ça différent et intéressant. Et puis finalement, tu t'attaches vite et tu continues la série. Moi, ce qui m'a amené à lancer cette série, je la salue d'ailleurs, c'est ma pote Eva qui vit du côté de Rouen. Et en fait, j'avais une espèce de trou, je savais pas trop quoi lancer comme nouvelle série. Et elle m'a fait une espèce de liste. Et dans celle-ci, il y avait Ginny et Georgia, où je me suis dit pareil, une série où je me suis dit oh, c'est encore un truc pour les ados, c'est pas fait pour moi. Et mes premières fois, et pareil, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et elle me dit mais non, tu vas voir, c'est génial, c'est trop drôle et c'est hyper touchant. J'ai dit ah bon, peut-être que j'ai besoin de ça après avoir vu Bref 2, je ne sais pas, donc j'ai lancé ça. Ah bah ouais. Et j'ai beaucoup aimé, évidemment. Delphine, en quelques mots, un regard général sur la saison 1. Qu'est-ce qu'elle vaut? Je trouve que la saison 1, elle pose bien déjà toutes les bases du pilote. On continuait bien le pilote, on voit bien ce qui se passe. Donc, une jeune fille indo-américaine qui a perdu son père. On voit très vite pourquoi, dans quelles conséquences. Donc, elle se retrouve paralysée. Ça, on l'apprend très vite, en 5 minutes, ça c'est fini. Elle a été paralysée par le choc de la mort de son père, finalement, à cause d'un mec, parce que c'est une jeune fille de 15 ans qui a un gros crush sur le beau gosse du lycée. Et finalement, grâce à ce mec-là, elle remarche. Et j'ai oublié de dire une chose importante, amis auditrices et auditeurs, il y a beaucoup de choses improbables dans cette série. C'est très terre-à-terre et culturel, mais aussi des choses qui sont très drôles et un peu what the fuck. Improbable et probable en même temps, je trouve. C'est parce que c'est les ados. Les ados, c'est improbable aussi, tu vois. Et donc, en fait, c'est vraiment un mélange... Donc de ça, de vraiment la vie des ados, mais t'as le deuil derrière qui est en fil rouge quand même sur toute cette saison, qui va avoir une belle clôture dans l'épisode final. Bien sûr un triangle amoureux, les amitiés qui sont hyper fortes, surtout dans les périodes un peu difficiles. On voit que chacun a des problèmes quand même avec leurs parents, des problèmes d'affirmation de soi, de sexualité. En fait, tous les ingrédients sont réunis dans cette saison-là. Et d'hormones. Beaucoup d'hormones. Et finalement, il y a des choses qui vont être clôturées. Et tu sais que ça sera un peu là quand même après, parce que mine de rien, ça fait partie de soi, hein, le deuil et tout. Mais on partira sur autre chose après. Et vraiment, la série, elle se bonifie au fur et à mesure. Moi, j'ai tout vu. Et la saison 4, elle est vraiment très très bien. Alors en effet, tout part d'un trauma, hein, puisque l'héroïne Devi assiste à l'arrêt cardiaque de son père au moment où elle fait une représentation, elle joue de la harpe au sein d'un orchestre et son père en fait meurt quasiment sous ses yeux, quoi. Donc c'est horrible. C'est assez violent. Au niveau de l'ancrage géographique, on est en Californie du côté de Sherman Oaks, donc il fait un temps magnifique, mais pourtant Dieu sait que c'est orageux dans la famille de Devi et ça nous raconte aussi comment était vu quand les parents de Devi sont arrivés au début des années 2000, comment ils sont perçus en tant que personnes de couleur. Ça, j'ai trouvé ça cool. Après, il faut que tu saches que la paralysie des jambes, cette histoire qui est utilisée, c'est vraiment produite non pas du côté de Mindy Kaling, mais de la part du co-créateur. Oui, son frère. Voilà. Dont le frère, suite à un divorce, en fait, était tellement traumatisé par ça, a eu ce symptôme-là, quoi, et ça a duré aussi quelques mois. Oui, il disait justement avec ça que ça arrivait pas régulièrement, mais les gens à qui ça arrivait, c'était souvent les ados, dès qu'ils avaient un peu un choc assez traumatique comme ça, que c'était pas hyper rare et que ça pouvait leur arriver. C'est vraiment, tu sens qu'en fait les ados ils vivent tout hyper à fond en fait. Oui, en effet, on en avait déjà parlé dans Angela 15 ans où ne serait-ce que le changement de couleur de cheveux, c'est la fin d'un bouton sur le visage, c'est la fin du monde. Tout le monde a un épisode avec un bouton sur les teen séries, hein, c'est quand même quelque chose de ouf.
C'est fou, hein, on va y revenir. Non, c'est une première saison que j'ai beaucoup aimée. C'est forcément réussi quand on arrive à nous faire pleurer sur le dernier épisode. Il y a une transition qui est très belle. C'était parfois agaçant pour moi de regarder, je n'ai pas de terme sous la main, parce que elle fait que, bon, je sais, il n'y aurait pas de série sans ça. Oui, elle fait mais que des Davy mauvais fait choix, quand Davy, même mais bien sûr. beaucoup de mauvais choix, mais c'est n'importe quoi. Et vraiment, je me suis dit, épisode 2, elle va quand même pas coucher avec Paxton. Paxton, six-pack Paxton, hein, quand même. Bien sûr, le gars... Après, il avait 29 ans, hein. Franchement, c'est abusé aussi, par contre, mais... L'héroïne, l'actrice principale, elle en avait 17 quand elle a commencé. Oui, mais justement, c'est quand même hyper gênant aussi. Bon, ils font que s'embrasser, mais... Moi, ça me mettait quand même un petit peu mal à l'aise. Et l'acteur avait dit que ça l'avait mis mal à l'aise aussi, en fait, de devoir embrasser une jeune fille. Être à l'intérieur du garage de Paxton, c'était un peu comme être dans sa tête. Hey, Oji-chan. Wow, Paxton parle japonais. Ah, je comprends mieux son deuxième prénom maintenant. Bye. Désolé, c'était mon grand-père. Tu veux boire un truc? Ouais, est-ce que t'aurais du choco... de la bière, tu lis dans mes pensées. Ok, bon, ma daronne va bientôt revenir. Perdons pas de temps. Ouais, je t'explique. Il faut que je rase mon torse pour la piscine, donc ça risque d'irriter un peu ta peau. Vache. Tu sais quoi? Je viens de me souvenir d'un truc. Il faut que je rentre parce que malheureusement, il y a un colis qu'il faut que je réceptionne. Quand Davy panique, elle est super mauvaise pour trouver des excuses. Mais c'est vrai? Ouais, c'est des médocs pour ma mère. Elle a... la polio. Oh, c'est pas vrai. Ouais, fais chier. Oh, sa mère. Merde, tu t'es fait mal? Non, t'inquiète, ça va. Delphine, c'est à toi un épisode que vraiment tu as trouvé beaucoup plus faible que les autres, peut-être plusieurs d'ailleurs. Oui, j'en ai deux, je vais en parler surtout d'un. C'est l'épisode 7, qui s'appelle Raconter d'énormes bobards, Never have I ever raconté d'énormes bobards. C'est l'épisode en fait où il y a la mère d'Éléonore, où on apprend qu'elle est revenue, qu'elle s'était cachée parce qu'elle avait honte. Et en fait, j'y reviendrai après, mais tout cet arc avec sa mère qui était actrice, qui l'a abandonnée pour faire actrice sur une croisière, ces trucs déjà un peu cheapos, où t'es déjà un acteur de bas étage quand tu fais ça. Et qui finalement, Paxton dit à Eleanor, bah tiens, j'ai vu ta mère au restaurant mexicain du coin, mais non, c'est pas possible, elle est sur une croisière. Et en fait, si, elle lui a pas dit, et elle veut être, et c'est la mère bonne copine, et elle veut être bonne copine avec elle. Et les filles lui racontent tous leurs secrets, et puis finalement, elle déblatère tous leurs secrets aux autres mamans, et ça crée un conflit énorme. Et en fait, cet épisode-là, je l'ai trouvé pas ouf, parce qu'en fait, j'aime pas trop le personnage de la maman d'Éléonore. Et c'est pas un arc qui m'intéresse beaucoup. Éléonore, elle sera mieux dans les saisons suivantes. Là, j'ai trouvé ça un peu léger, et j'aime pas trop cet épisode. Comme j'aime pas trop l'épisode 2, qui est, je trouve, une suite du pilote, où on continue d'installer l'histoire, mais avec les choses un petit peu moins importantes. Il est moins punchy, il est moins fort. Donc voilà, c'est un peu les deux épisodes que j'ai moins aimés. Alors, c'est un peu dommage, même si j'adore son côté coloré de chez Eleanor. C'est un rayon de soleil, elle est toujours habillée avec des couleurs. C'est comme Enid dans Mercredi, quoi. C'est vraiment... je crois que c'est Enid ou Enid, pardon, hein, mais la meilleure amie de Mercredi, en fait, dans la série, Enid. Et c'est un rayon de soleil, elle est pétillante, elle est passionnée, elle est très théâtrale, très drama, mais drama solaire, quoi. Mais tous ces arcs narratifs, par rapport à sa mère, ne m'intéressaient guère. Donc il n'y a pas que moi. Non. Okay. En revanche, l'épisode 7, j'ai pas aimé dans sa première moitié. Après, je trouvais que ça montait un peu en puissance derrière. Parce qu'il y a les gros clashs, parce qu'ils arrivent à la réunion du PTA où tout le monde fait les gâteaux, et puis c'est « Quoi, tu es gay? Quoi, t'as couché avec un garçon ?» Tu sais, ces épisodes un peu où toutes les vérités sont énoncées en 30 secondes. Mais Davy avoue enfin qu'elle avait menti sur le fait de ne pas avoir couché avec Paxton. Il y a vraiment une très jolie scène aussi, c'est ce qui m'a marqué dans la fin de cet épisode, de coming out où enfin Fabiola... Donc, l'héroïne, c'est Davy, elle a deux amies, Fabiola et Eleanor. Et Fabiola est lesbienne. Et il y a une très jolie scène aussi de coming out qui rehausse un peu le niveau de cet épisode, même si à la fin, évidemment, Davy fait un mauvais choix puisqu'elle part retrouver
Paxton. Voilà, et elle lâche ses meilleurs amis pendant ce temps-là, alors que Eleanor, lâchée par sa mère, veut arrêter le théâtre. Sachant que sa mère aussi est comédienne, hein, et veut... En fait, c'est une mère démissionnaire, pour dire les choses. Oui, c'est une mère qui décide de faire passer sa carrière avant. Là, quand elle voit sa fille jouer, elle se dit... Ah mais ma fille elle a tellement de talent, peut-être qu'il faudrait pas que je lâche l'affaire, et elle décide de retourner à Broadway et elle abandonne sa fille et donc elle se retrouve comme une merde, Eleanor, et Fabiola vient chercher Davy pour lui dire vite, Eleanor va pas bien du tout, il faut que tu viennes. Et là, Davy reçoit en même temps un message de Paxton qui lui dit il faut que tu viennes, tu me dois bien ça. Mais ça, c'est par rapport aux épisodes d'avant. Et en effet, elle lui doit bien. Et donc, elle est tiraillée entre les deux et elle va voir Paxton, quoi. Après, elle aimerait pouvoir faire les deux. Elle va essayer, mais ça marche pas, quoi. Oui, et très, 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 très maladroite, Davy. C'est aussi peut-être pour ça aussi qu'on l'apprécie. Bah oui. Non, j'ai mis l'épisode 5, il y en a plusieurs, hein. J'ai mis bof, et le 6 pareil. Alors le 5, pour resituer. Ah, il est marrant celui-là. Celui avec le mini UN, quoi. Oh là là, qu'est-ce que c'est long. Toute la simulation du Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà, et Davy est enfermée par sa mère parce qu'elle fait n'importe quoi, elle sort quand même tard le soir, ça embrasse des garçons, etc. La mère est très rigide, on va revenir sur la maman. Mais pour fuir la maison et ne pas rester enfermé, quoi de mieux que d'accepter 2 jours de sortie scolaire où il y a une simulation de conseil de sécurité elle incarne la Guinée équatoriale. Et surtout, ça peut lui donner des points pour aller à l'université. À Princeton. Voilà, son rêve à elle, c'est Princeton. C'est le Harvard de début de saison de Rory. Et c'est improbable, c'est rempli de clashs, de fêtes, d'alcool, de bombes nucléaires. Enfin, vous voyez la série. Pas trop loin parce que c'est mon moment what the fuck préféré. Ah, c'est un épisode que je trouvais plutôt bof, quoi. Ça m'a pas marqué. Et j'ai noté l'épisode 6 aussi, c'est pas mon épisode préféré. Oh, c'est un dans mes 2 épisodes préférés, moi. Ah ben non, désolé. Andy Samberg est très bien, en voix off, il remplace McEnroe exceptionnellement. On focalise sur l'histoire de Ben Gross. J'adore les épisodes qui parlent de solitude, des séries qui parlent de solitude, vraiment. Mais là, à aucun moment, j'ai réussi à être ému, donc il y a un problème. Je préfère les interactions de Ben avec les autres que de le voir misérable, sans sa famille, sans ses parents, et se retrouver avec un mec qui est plus que creepy. Voilà, c'était long de revoir l'épisode. Je crois que j'avais bien aimé au premier visionnage et moins au deuxième. Est-ce qu'on reste dans le négatif et on parle des secondaires qu'on a moins aimés peut-être? Comme tu veux. Personnages secondaires. Ah oui, on dégage tout le négatif et après on est mais la série elle est trop bien, quoi. Je fonctionne au feeling, un peu de folie dans cette émission. Voilà. Mais personnage secondaire que tu aimes le moins dans cette série? Eh ben c'est un peu les autres parents. Je l'ai dit tout à l'heure, la mère d'Eleanor, parce qu'elle est très égoïste, et puis elle apparaît dans un épisode, elle est là, elle détruit la vie de sa fille et puis elle se barre. Oui. Et puis vu que j'aime pas hyper cet arc narratif pour Eleanor, voilà, c'est un perso que j'aime pas. Après, j'aurais dit la maman de Fabiola aussi, mais en vrai, elle est touchante parce qu'elle veut que sa fille elle soit tout comme les autres. Elle lui fait allez, viens, on fait des sorties shopping. Est-ce que t'as un petit copain? Est-ce que c'est Ben? Est-ce que c'est machin? Alors que finalement, sa fille, elle est en plein. Elle est en train de se chercher, elle se rend compte qu'elle crush sur une fille et tout ça, et elle se dit est-ce que je vais décevoir mes parents? Il y a cette séquence qui est trop marrante. Où elle les réunit pour leur dire qu'elle est gay, et finalement tout ce qu'elle arrive à leur dire c'est qu'elle a arrêté le français et qu'elle prend le latin, et ils sont là, mais on avait prévu un voyage à Marseille. T'es sûr de ce que tu veux vraiment? T'es vraiment dans le monde des riches, quoi. Mais en même temps, voilà, je les trouve pas, ils sont pas assez développés que Nalini, et ce qui est normal, c'est la mère de Davy, mais voilà, tout ce qui est un peu les autres parents, c'est vraiment les persos que j'aime un petit peu moins. Et toi? Ouais, pareil. Les autres parents, les parents de Ben, je ne les aime pas du tout. Ils servent à rien. On les voit 2 secondes. Ils entrent, ils sortent. C'est un moulin. Leur propre maison est un moulin. C'est-à-dire qu'ils n'y restent quasiment jamais. Et ils servent pas à grand-chose parce que, tu vois, au moment où je me dis que le père de Ben pourrait servir à quelque chose parce qu'il est avocat, il pourrait travailler l'émancipation de Davy, il sert à rien en fait. Il lui dit vas-y, est-ce que t'as quelque chose? Il lui propose quand même des trucs et c'est Ben qui dit non, mais va juste parler à ta mère, quoi. C'est pas suivi d'action, du coup pour moi c'est dépourvu de travail scénaristique, quoi. On n'a pas développé plus que ça une éventuelle suivi de Davy. C'est des seuls persos qui sont pas vraiment développés en fait. Donc ça, j'avais du mal. Tout ce qui concernait Eleanor, je le disais malheureusement, même si j'ai évoqué tous ces aspects positifs, tous ces arcs narratifs intimes, personnels, familiaux
m'interpellait moins, contrairement à Fabiola. Fabiola, j'ai bien aimé, mais malheureusement, il y a beaucoup de séries avec des coming out qui sont passés par là. Oui. Et je me suis dit, c'est dommage, ça se répète. Ouais, mais sauf qu'en vrai, quand elle est sortie en 2001, il y avait moins déjà. En 2020. En 2020, pardon, ouais. C'était déjà, il y avait, mais un petit peu moins. Et ce côté un peu geek aussi, le mélange des deux était un perso un peu... où finalement, c'était pas si vu que ça. C'est vrai que maintenant, 5 ans plus tard, ouais, je pense que oui, tout est passé et ça étonne personne en vrai. Voilà, donc peut-être le prof aussi qui m'agaçait. Il est maladroit, mais... sa maladresse, c'est drôle, 3-4 épisodes, puis après, non. C'est un peu comme pour ceux qui ont vu la série Fleur Bleue et qui sont fidèles à ce podcast, c'est comme le mec qui est trop déconstruit. Et en fait, il surutilise tous les outils qui font de lui un allié. Et il en devient insupportable. Donc, même les élèves, ils font non mais on est obligé de passer par ça pour faire quand il lui dit on va parler de la Seconde Guerre mondiale, alors faut créer une appli pour dire ce qu'on aurait pu faire pendant la Seconde Guerre mondiale pour aider et tout. Non mais monsieur, pour une fois qu'on parlait d'un sujet intéressant. Mais grave, le prof, j'oublie son nom d'ailleurs pour dire à quel point il m'a marqué. Vraiment, c'est pas très très grave. Voilà, c'est le seul prof qu'on voit d'ailleurs du côté du corps professoral de Davy. Donc, oui, et puis on voit la principale aussi. Qui va changer d'ailleurs dans les autres saisons, ce sera un personnage trans. Ah d'accord, très bien. Ok. Ah oui, pour situer, Delphine a tout vu et moi j'ai vu 1 saison et demie, j'ai commencé la saison 2 et je suis pile à la moitié. Why are you here? Because you shouldn't be bought and sold by your family like a prized calf. That's not what's happening here. And that also feels a little racial. I want a chance to make my offer. Let me start by saying I don't have a ring. No. Get up. I don't want to marry you. Oh, but you do want to marry that stranger downstairs? No, I don't want to marry anyone. Oh, Steve, you're so sweet and handsome and surprisingly good at mini golf. And I appreciate you being my first boyfriend, but... Oh, no. Did I just talk you into breaking up with me? I'm sorry, but I think you did. J'aimerais savoir l'arc narratif le moins intéressant pour toi, même si peut-être qu'on a déjà un peu répondu à cette question. Bah oui, ça reste malheureusement Éléonore et sa mère. Heureusement, ça dure que sur un épisode. Et c'est con parce qu'elle est beaucoup plus développée après, elle est plus intéressante après, ce personnage. Mais même Fabiola, en fait, leur amitié, là, elle est un peu faire valoir pour Davy, pour lui poser des problématiques et tout ça. Et en fait, les personnages seront plus développés après. Et c'est pour ça que les saisons d'après sont plus intéressantes aussi. Bah, c'est un petit peu chiant, en fait. Je tourne en rond sur ce truc-là. Ça fait partie, finalement, sur tous mes trucs que j'aime le moins. Tout tourne autour d'elle. Et toi ? Voilà, ça s'est fait. Parfois, il y a des choses que je trouve intéressantes, mais le mariage de la cousine, cette bombe atomique qui s'appelle Kamala, avec Stevie, qui est lui aussi une bombe atomique. De toute façon, ils sont tous beaux, c'est assez agaçant. J'aurais aimé, et ça arrive en saison 2 d'ailleurs, qu'on montre Kamala sous un autre jour que femme à marier, et ça arrive après. Oui, parce qu'elle travaille ailleurs, vu qu'elle reste, elle a son boulot et tout ça. Elle est hyper compétente, elle est biologiste et elle a tout ce travail d'émancipation je suis pas juste une femme indienne qui arrive aux États-Unis, qui est juste bonne à marier, j'ai envie de me construire un avenir professionnel. Et tout ça, la présence de l'oncle qui vient pour chaperonner sa première rencontre avec son nouveau mari, Stevie qui est dans une difficulté d'adaptation, le mec officiel de Kamala qui est dans une forme de déni, qui veut pas accepter aussi la rupture, c'était parfois un peu relou, mais j'aime beaucoup le rôle de Kamala. Je bloquais sur son prénom en plus parce que c'est difficile de pas penser à la ancienne candidate démocrate, Kamala Harris, la présidentielle américaine. Ouais. Voilà. Juste une chose dans les éléments what the fuck, et après on va aborder le positif bien sûr. C'est difficile de parler de cette série sans le précieux conseil que m'a donné ma pote. Elle m'a dit je regarde absolument la série en VO parce que la voix c'est John McEnroe, la voix off. Je dis pardon, elle me dit je peux pas t'en dire plus, regarde tu verras. Donc j'aimerais beaucoup savoir aussi ce que tu penses de ce choix de narrateur. Ah mais j'ai trouvé ça super en fait, je trouve que c'était très sympa, un peu surprenant au début, tu te demandes pourquoi, finalement tu sais que c'est parce que le père de Davy, Mohan, il adorait McEnroe, on voit un flashback où il lui en parle et tout.
Mais ce que j'aime bien aussi, c'est que comme sur le cours, il a son franc-parler dans la voix off. En fait, il est pas tendre avec Devi. Quand à un moment donné, il y a un épisode où elle est punie, il fait ok, elle est dans sa chambre, là on se fait chier. Bon allons voir une de ses copines, allons voir Fabiola, peut-être il se passe un truc intéressant de son côté. Et ou même quand elle fait des mauvais choix, il fait non mais Devi, qu'est-ce que tu fais ? C'est pas possible. Et donc en fait, McEnroe, c'est nous finalement en regardant la série, parce qu'on réagit exactement de la même façon que lui. Et de l'avoir pris lui, je trouve ça plutôt une bonne idée. Je sais pas comment ça leur est venu. Apparemment, Mindy Kaling y avait pensé avant la fin de l'écriture et elle l'avait appelé, il a dit oui. Mais j'ai trouvé ça super et ça marche trop bien en fait d'avoir une voix qui est pas un des personnages diégétiques en fait, qui appartient vraiment à la série, que ce soit pas Devi qui fasse genre journal intime comme dans Angela 15 ans par exemple. Mais que ce soit quelqu'un d'extérieur et qui a exactement le même œil que nous, finalement, et qui est vraiment omniscient du truc, qui voit tous les persos un peu partout, et qui est hyper cash avec eux, quoi. Non mais pourquoi tu fais ça ? Mais c'est un très mauvais choix, mais encore un mauvais choix, mais Devi, pourquoi tu fais ça ? Et il n'hésite pas à pointer du doigt ce qui est gênant pour lui de vivre, d'observer et de raconter. Et c'est trop drôle quand il voit à quel point elle se ridiculise dans certaines situations. Il n'hésite pas en effet à se moquer, et il y a cette gouaille et cette énergie qu'il met. On sent vraiment c'est pas juste une histoire de cachetonner, il aime ça et on sent qu'il le fait limite par amitié, et ça me touche beaucoup. Je pense que dans la famille Kaling, elle devait vraiment beaucoup apprécier ce joueur en fait. Pour ceux qui ne voient pas qui est John McEnroe, c'est un grand champion de tennis américain, vainqueur de 7 tournois du Grand Chelem, notamment l'US Open et Wimbledon. L'US Open qu'il a gagné 4 fois chez lui, et donc 3 fois en Angleterre également, et puis de nombreuses fois la Coupe Davis, qui est l'équivalent de la Coupe du Monde de tennis. Voilà pour situer un peu qui c'est une légende de ce sport. Toi, t'as bien aimé qu'il soit là, que ce soit lui ? Ah oui, j'ai adoré ce choix. Toi, t'aimes le tennis en plus. Voilà, mais j'ai pas du tout évidemment connu, c'est l'époque de mes parents, John McEnroe, mais on connaît le personnage pour ceux qui suivent un peu le tennis au niveau international, il y a un tournoi d'exhibition qui s'appelle la Laver Cup, et il y a 2 coachs emblématiques, un qui coach les joueurs européens, un qui coach le reste du monde, et celui qui coach en face, c'est Björn Borg. Donc voilà, pour vous dire à quel point la bataille les anciens ennemis, rivaux qui ont livré des batailles féroces sur le court. Donc, et il fait des analogies d'ailleurs, et des choses qui ramènent un peu à lui, et il dit non j'arrête là, je veux pas tout ramener à moi, puis il revient sur l'histoire de Devi. C'est fait avec beaucoup de malice, beaucoup de drôlerie, beaucoup parfois de moquerie, mais aussi beaucoup de tendresse. C'est ça qui me marque et c'est pour ça que j'adore son interprétation. Oui, toujours, même quand ça va pas et tout ça, il est là quand même pour elle. Mais comme nous, vraiment, où on fait ok Devi, t'as chié, mais ma pauvre quoi, ou oui, quand il s'embrasse avec Paxton, c'est oh là là, je vais peut-être partir. Donc oui, c'est drôle. Et puis il a un rôle important dans le dernier épisode. Oui, c'est trop bien de l'avoir vu. C'était un peu obligé. Je me suis dit, putain, il va arriver ou pas ? Je vais me poser la question. As she said, this is Devi Vishwakumar. She's a 15-year-old Indian American girl from Sherman Oaks, California, and it's her first day of sophomore year. And I am legendary tennis player John McEnroe. Point to Mr. McEnroe. Wow, I look great there. Now you may be asking yourself, why is sports icon John McEnroe narrating this tale? Damn it! It'll make sense later, I promise. Her story starts when her parents, Nalini and Mohan, moved to the United States in September 2001. Not a super chill time to be a brown person in America. Yes! Devi worshipped her father. And while he and her mother stayed true to their Indian roots... No. Thank you, we're vegetarians. Devi was all American. Allez, passons au positif. Et bien sûr, passer quelques thématiques en revue, la double culture, le deuil, la santé mentale, etc. etc. Allez, un épisode que tu as préféré, ou plusieurs d'ailleurs, Delphine. J'ai vraiment aimé l'épisode 10, le dernier de la saison. Oui. La conclusion de cette saison. En fait, Devi s'est disputée avec sa mère et donc finalement elle se retrouve à habiter chez Ben. Passe de enemy to ami en fait, parce que sa mère a décidé qu'elle voulait revenir habiter en Inde, parce qu'elle trouvait que c'était trop dur de vivre en Californie toute seule.
Et donc Devi lui en veut. Et donc elle se retrouve chez Ben. Nalini va voir la psy, elle lui dit qu'elle comprend pas. Sa psy lui dit qu'il faudrait qu'elle soit un petit peu moins dure avec Devi et un petit peu moins dure avec elle-même. Et que si elle montrait cette faiblesse à Devi, elle se comprendrait un peu mieux l'une l'autre. Et donc finalement elle va voir Devi pour lui dire qu'elle aimerait bien, vu que c'est l'anniversaire de Mohan, donc leur père, le père et le mari, qu'elle aimerait bien jeter ses cendres à la mer pour son anniversaire. Et donc réussir à faire finalement ce deuil après ces quelques mois après sa mort. Devi le prend mal et tout, et donc en fait il y a... Faut expliquer qu'en fait il y a un retournement de situation, parce que tout au long de la saison on voit Devi consulter le Dr Ryan, sa psy, pour travailler le fait que pourquoi tu as été paralysée, comment tu gères ton deuil. Et là, pour la première fois, c'est la mère qui y va. Et la mère est une sceptique, ça ne l'intéresse pas d'aller voir la psy. Elle dit que c'est pour les riches blancs. Voilà. Et pourtant, elle fait ce travail-là, elle y va. Et ce qui est intéressant, c'est que elle en a marre d'être en conflit avec sa fille. Elle ne sait pas comment s'y prendre avec sa fille. Le père savait mieux la gérer. Et il y a une grosse dispute qui va se déboucher sur une belle réconciliation et enfin cette acceptation du deuil, cette dernière phase par laquelle elles acceptent de passer toutes les deux. C'est ça, je pense que c'est le premier épisode où Devi s'excuse vraiment, où elle est vraiment elle s'excuse auprès de ses amis, elle leur dit mais je suis vraiment une mauvaise amie et tout ça. Et elle s'excuse auprès de sa mère, elle s'excuse auprès de Kamala. Et c'est vraiment des excuses sincères qu'on n'a jamais eues tout du long de la série. Parce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choix égoïstes et qui s'excuse quasi jamais. Elle s'énerve beaucoup. On sent qu'elle a beaucoup de colère en elle. Et là, elle s'excuse vraiment. Et il y a ce triangle amoureux qui va commencer à se faire entre Ben et Paxton qui amorce la saison 2. C'est vraiment un épisode à fleur de peau, c'est un épisode qui donne envie de voir la suite. Moi, je te l'ai dit, je t'ai envoyé un message pendant que je le regardais, je dis, je suis en train de pleurer, en train d'écrire le résumé. Pareil, c'est difficile de ne pas verser une petite larme devant, c'est très très émouvant, il y a une très belle conclusion, pleine de sincérité. Il faut quand même le dire, Devi, c'est un tempérament de feu, d'où aussi le choix de McEnroe. Oui, ils se ressemblent quelque part en fait. Elle est très difficile à gérer et c'est ses amis, c'est Fabiola et Eleanor qui doivent pousser, mais va le faire parce qu'elle ne veut pas le faire, elle le refuse de faire ce deuil-là. Et vraiment, si ça peut résonner très fort en vous, si vous avez perdu des proches, si vous êtes passé aussi par cette phase-là, c'est un très très bel épisode sur le deuil, ça va vous marquer. Moi, il m'avait profondément marqué. Je savais qu'en le revoyant, j'allais être très ému à nouveau. Mais c'est dire à quel point c'est très bien écrit et très bien raconté dans une série où pourtant on se marre beaucoup. Mais voilà, tu rigoles et tu pleures en même temps parce que... Et ce que tu disais, oui, c'est que Fabiola, même elle lui dit mais tu veux pas y aller, c'est pas parce que t'es en colère contre ta mère, c'est aussi parce que tu veux pas dire au revoir à ton père en fait. Ça on le voit tout du long de la saison, c'est qu'elle a beaucoup de mal avec son deuil. Devi, t'as parlé du docteur Ryan, elle est censée aller la voir pour faire son deuil. Mais finalement, elle parle que des garçons, que de ses problèmes avec ses copines. Quand elle veut coucher avec Paxton, elle demande à sa psy d'aller lui acheter un string parce que sa mère voudra jamais. L'esquive, l'art de l'esquive, Devi. C'est ça. Et sa psy, à chaque fois, essaie de la remettre vraiment sur ce chemin de... Non mais il faut qu'on parle de ça et tout, ça te ferait du bien. Elle dit non mais c'est bon, j'ai pas besoin de ça, moi je suis déjà passée à autre chose. Et à la fin, même dans le dernier épisode, justement, Devi elle va la voir et elle lui dit non mais de toute façon, peut-être il faudrait que je change de psy. Et sa psy elle lui dit ben oui, parce que peut-être j'arrive pas à t'aider quoi. Et Devi se sent trahie, comme elle s'est sentie trahie par sa mère, par ses amis. Et donc vraiment, sur cet épisode, elle est dévastée. Et c'est pour ça que pour elle, je pense, c'est le moment où elle réagit et où elle s'excuse aussi avec tout le monde, quoi. Et c'est libérateur totalement, ouais. Et ça m'a rappelé, référence de vieux, dans Newport Beach, les tensions entre... pourquoi tu te marres? C'est une très belle référence. Parce que c'est ta série préférée, je le sais. Et Cooper, mère et fille, Julie et Marissa, quand enfin il y a cette résolution en fin de saison 3, cet apaisement, cette réconciliation entre les deux, où elles se disent qu'elles s'aiment, et on sait que Marissa meurt quelques minutes après, spoiler. Donc voilà, c'est vraiment très beau, et ça m'a beaucoup rappelé ça. Ouais, il y a quelque chose d'entier. Oui, en effet, c'est un très bel épisode, l'épisode 10. Ah. Super.
Sinon, contrairement à toi, moi j'aime bien l'épisode 6 qui est centré sur Ben. En plus, on change de voix off, c'est Andy Samberg de Brooklyn Nine-Nine qui fait la voix. Il dit qu'il doit ça parce que c'est un des clients du père de Ben qui est avocat. Et donc c'est marrant de changer. Il y aura une différente voix off aussi quand on parlera d'un autre personnage dans une autre saison. Et donc moi j'ai bien aimé cette solitude de Ben, on en apprend un petit peu plus sur lui, on le savait, hein, on le savait dans quelques épisodes, c'était un peu distillé par-ci par-là, que ses parents étaient pas trop là, qu'ils étaient très riches mais qu'ils étaient pas là. Mais là voilà, je l'aime bien cet épisode, on voit un peu pourquoi c'est la némésis de Devi, ils veulent toujours en faire plus, ils veulent tous les deux aller dans des Ivy League. On voit qu'il a une copine, mais que sa copine est complètement superficielle, qu'ils s'aiment pas. On casse l'assurance de Ben, en fait, parce qu'il est tellement dans sa zone de confort à l'école, il laisse croire que tout va bien avec sa copine, qui n'en a rien à foutre de lui, qui le voit juste comme un BG instagrammable pour la moindre occasion. On casse tout ça, on casse le fait qu'il est heureux parce qu'il vit avec des parents riches dans une immense baraque dans laquelle il est immensément seul. Mais en fait, c'est dommage parce que moi, le capital sympathie est un peu parti à cause des premiers épisodes et des tensions qu'il a avec Devi. Dans ma tête, je me suis dit, ouais, c'est bon, ils vont sortir ensemble. Tu vois, dès le deuxième épisode. Bien sûr, c'est des enemies to lovers, c'est un basique de la teen série de toute façon. Donc, mais c'est juste, t'aimes bien savoir comment ça va. Et puis là, vu que tu sais qu'elle est attirée par Paxton, tu vois le triangle arriver, le triangle amoureux arriver quand même aussi. Même si tu te dis comment Paxton peut quand même tomber amoureux de Devi ou ce genre de choses. Qui est pas moche, hein, mais dans la série, c'est quand même une geek, une fille pas populaire. Mais voilà, mais on le voit très bien dans le pilote, tous les arcs qui vont être avancés pendant toute la saison. Mais ça t'empêche pas d'apprécier les épisodes qui en parlent, tu vois. Il se retrouve quand même dans une sale situation. Ben, à un moment donné, il devait aller à un match de basket avec son père, et finalement, son père peut pas. Et il essaie de trouver un pote pour y aller, et personne, finalement, peut y aller avec lui. Donc c'est là où tu te rends compte quand même qu'il est seul. Et sur Reddit, parce qu'il est fan de Rick et Morty, il parle avec quelqu'un, il lui dit « Ah bah tiens, vu que t'es tout seul aussi, on va se retrouver autour d'une pizza. » Et en fait, c'est un vieux mec de 50 ans qui est là. Il dit « Bon, bah, allez, on est fan quand même du même truc, on va manger une pizza ensemble. » Et en fait, le gars est hyper chelou. C'est très gênant. Et il finit à la fin dans le cabinet de la mère de Devi parce qu'il a un bouton et qu'elle est dermato. Le fameux épisode sur le bouton. Et c'est sa mère qui est hyper gentille avec lui, qui lui dit merci d'aider Devi à, finalement, vu que vous tirez la bourre tout le temps, à la tirer vers le haut. Elle l'invite, il pleure dans son cabinet, elle l'invite à manger chez lui. Il fait quoi? Mais vous mangez tous les soirs ensemble en famille, c'est incroyable. C'est là où il découvre que la vie de famille, ça existe et c'est autre chose que la sienne, quoi. Des moments de partage, et elle trouve que justement Devi est chanceuse d'avoir ça. Et en effet, il y a un rapprochement qui est très cool entre les deux. Parce que il se dit qu'elle est bien entourée, en fait, elle se rend pas compte de ça, même si elle estime qu'elle est dans une famille qui est pas facile, quoi, Devi. Mais c'est une vraie chance au moins de partager ces moments-là de convivialité, en effet. D'ailleurs, à un moment donné, il pourrait vraiment la dénoncer à sa mère sur ce qui s'est passé au Conseil de sécurité de l'ONU reconstitué. Et en fait, il le fait pas. Et à la fin, elle lui dit merci, il s'explique et ils deviennent amis. Donc c'est hyper cool. Non, je l'aime bien cet épisode. Il y a du cool. Ben, merci de pas m'avoir balancé pour la simulation de l'ONU. J'ai été une vraie connasse avec toi aujourd'hui, alors honnêtement, je l'aurais mérité. Tu sais, des fois c'est marrant de pourrir quelqu'un quand on a eu une seule journée, mais ce soir, j'étais pas d'humeur. Qu'est-ce qui te prend tout à coup? Et pourquoi t'as pleuré dans le cabinet de ma mère? Est-ce que c'était juste à cause de ton méga herpès? Non, il s'est rien passé de grave, c'est seulement que j'avais le cafard. Pourquoi? Ton majordome a démissionné? J'essaye d'être sensible, là. Et les majordomes, c'est fini. Aujourd'hui, ça s'appelle des régisseurs. Ok, désolé. Bon, vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce qui te fout le cafard? Je sais pas trop. Disons que, des fois, j'ai l'impression d'être un joueur de NBA. Mais peu importe le nombre de points que je marque, mon père continue de m'ignorer et ma copine reste avec moi que pour mon fric. Franchement, j'aurais préféré une métaphore qui me parle plus. Par exemple, sur des youtubeurs ou des people. Mais je vois où tu veux en venir. C'est très bizarre parce que parfois c'est scindé en deux. Il y a des choses dans un épisode où je vous dis j'aime pas, mais il y a des éléments que j'ai aimés. Ou l'inverse. Donc, faut pas... ne vous dites pas, mais il a rien aimé, Junior, ou quoi. Si, il y a plein de choses. Toi, t'as aimé quoi, toi, d'ailleurs? Le saison 1, épisode 4, est-ce que ça te parle? C'est la fête de Ganesh Puja.
Ah oui, il est sympa aussi celui-là. Vous savez, ce que j'aime beaucoup dans les séries, c'est qu'on découvre des univers qu'on ne connaît pas forcément. Moi, tout ce qui a trait à l'Inde, je connais pas forcément. Et j'ai appris tout un champ lexical et toute une culture, en tout cas des éléments. C'est pas un documentaire non plus, mais il y a plein de choses. Et ça fait même des rappels. Et sans être lourd, sans être pédago, sans être donneur de leçons. Et ça, c'est très cool. J'ai pris en note que, on va quand même rappeler les choses. On suit une héroïne qui est américano-indienne, d'accord ? Elle est hindoue. On rappelle qu'en Inde, il y a aussi des musulmans, des sikhs, des jains. Elle, donc, en tant qu'hindoue, elle prie le dieu éléphant Ganesh, d'où le Ganesh Puja, qui est une fête indienne pour célébrer ce dieu le temps d'une journée en famille. Et donc, on suit l'association hindoue de Californie du Sud, qui a élu domicile où ? Dans le lycée de Davy, la pauvre, à Sherman Oaks. Et on en apprend plus sur des choses qui, moi, m'ont interpellé. C'est trop drôle parce que, faisant partie de la communauté africaine, c'est trop drôle comment il y a des choses en commun avec la communauté indienne. Il y a aussi des tantes qui qui se permettent de juger votre famille, etc. En Europe, je pense que c'est pareil d'ailleurs. Juste les voisins, en fait, dans les villages. Quoi. Exactement. Donc, des gens qui ont zéro lien de parenté avec vous parfois et qui se permettent d'un droit de jugement, pour prolonger ce que tu dis, Delphine. J'ai adoré la scène de danse aussi. Ouais. J'ai adoré comment Davy ne s'est pas assise sur ses principes à elle. Elle n'a pas envie de se servir de l'histoire de son père face à un recruteur blanc parce qu'il a épousé une indienne. Il se croit membre de la communauté, c'est ridicule. Et elle le renvoie dans les cordes en mode non, en fait, je jouerai pas de cette histoire, mais aussi singulière soit-elle pour être prise à Princeton. En plus, c'est raciste et offensant votre comportement, donc j'ai trouvé ça super. On apprend aussi pourquoi la mère de Davy, Nalini, n'a pas encore répandu les cendres de son mari. On voit le chef de la communauté aussi Panditrage, qui est très drôle. Ouais. On voit de façon très courte, mais il a à mourir de rire quand il remarque en 2 secondes que Kamala veut pas se marier. Enfin voilà, tout repose sur ce truc de double culture, et j'ai beaucoup aimé comment aussi pour Davy, Ron estime qu'elle n'est pas assez indienne, alors que pour d'autres, elle est trop indienne et pas assez américaine. J'ai adoré ça. Elle le dit à Paxton à la fin, elle le dit je suis trop indienne, et voilà, elle le dit exactement ça, je suis trop indienne et je suis pas assez indienne. Mais même elle, on sent qu'elle aimerait être plus américaine aussi. Quand elle rencontre un de ses anciens potes qui est parti lui à Stanford, elle lui dit mais pourquoi t'es là alors que t'es à l'université ? Il fait mais en fait quand je suis arrivé là-bas je me suis rendu compte que ma culture c'était hyper important, les gens valorisaient vachement ça, chacun développait ça pour le présenter aux autres, et en fait c'est quand tu pars, quand t'es plus dans ta famille que tu te rends compte que c'est tes racines, c'est ton ancrage en fait. Et là elle est trop jeune pour s'en rendre compte, mais c'était cool d'avoir une autre voix pour le lui dire. Mais je comprends que tu veuilles rejeter un peu aussi tout ça. Moi, je suis pas religieuse pour 2 balles. Et surtout quand tu vois comment on te juge. C'est vraiment dur, en fait, la culture indienne aussi. Quand tu vois les tantes qui te jugent, la pauvre, il y a une dame qui est là. En fait, elle a pas marié son promis. Elle s'était mariée avec un Américain. Et personne veut manger avec elle. Et la dureté de la mère aussi. Elle ne laisse rien passer. Nalini, la maman de Davy, ne laisse rien passer, pas le droit de sortir, pas de bisous, pas rigoler avec un garçon, même si tu parles devant la maison et que je te vois. Il y a quand même une rigidité qui est soulignée, et je pense que ça va résonner chez beaucoup de gens, d'adultes aujourd'hui qui ont grandi dans cette culture-là, quoi. Voilà, pour mes épisodes préférés, le 4e et puis le 10e, bien sûr. Bah ouais, il est trop bien le 10. Il y en a beaucoup, des bons épisodes. J'ai bien aimé aussi le 9e, l'avant-dernier. Oh, il est triste aussi celui-là, oui. Parce que quand t'apprends en fait qu'elles se disent vraiment des choses hyper dures, on a un flashback sur justement le jour de la mort de Mohan, et où on apprend en fait que Davy avait dit qu'elle détestait Nalini, et parce qu'elle avait entendu sa mère dire que c'était trop dur d'éduquer sa fille, et que limite pas qu'elle l'aimait pas, mais que Mohan était plus apte à gérer Davy qu'elle. Et la fin de l'épisode, elle lui dit mais j'aurais aimé que ce soit toi qui meurs dans l'accident. C'était... C'est la toute dernière phrase qui est prononcée. C'est hardcore, quoi. Ouais. Et l'épisode s'arrête là. C'est très dur à entendre. Encore une fois, c'est un peu un épisode scindé en 2, parce qu'il y a un peu, dans la première moitié, un vaudeville. Ciel, mon mari. Et il est drôle celui-là quand elle rencontre Prashant, son Kamala, qui rencontre donc son futur époux, et avec l'oncle qui est là.
C'est très drôle, il y a Steve qui est dans la chambre et que tout le monde a vu finalement monter dans cette chambre. Et donc, non, c'est très drôle. Mais en même temps, on sent que Devi est à la limite de l'explosion parce qu'elle pensait que tout allait mieux parce qu'elle avait embarrassé Paxton, mais en fait, non, elle a encore des visions sur son père. Et au fait, au fur et à mesure, sa mère, elle lui dit « Tu te tiens bien, là, il y a l'avenir de ta cousine qui est là aujourd'hui, il faut que tu te tiennes bien. » Et en fait, chaque phrase qu'elle dit... tu sens qu'elle est vraiment à la limite de l'explosion et c'est pour ça que l'épisode finit comme ça aussi. C'est une montée en tension avec ce truc à côté. Non, il est dur aussi cet épisode et il est très bien aussi, ouais, en effet. I understand you're struggling to raise me. You're struggling to raise me because you don't like me. What? Don't like you? That's not true. I heard what you said the night Dad died. You said I wasn't your daughter. You know I'm just a burden to you. So you can go to India alone. Or maybe take Kamala with you. She's the daughter you actually wanted. Devi, that's not fair. What's not fair is that I lost the only parent that actually cared about me. I wish you were the one that died that night. L'oncle Aravind est un visage qui m'interpellait. Je me suis dit, je l'ai déjà vu, lui, j'ai fouillé. Et c'était qui ? C'était le directeur du lycée de Glee. Ah ouais, mais il est dans beaucoup de séries, hein. Exactement, c'est lui qui a subi le chantage sexuel de Sue Sylvester. Putain, je m'en souviens plus. et juste pour contrebalancer justement la dureté de l'épisode, j'ai noté cette réplique de la mère de Devi qui m'a fait rire. Je sais qu'il y a des BG à Caltech, j'ai vu Big Bang Theory. Non mais je reparlerai après, mais oui, elle te sort des punchlines, elle y dit, et ça, elle est super. J'adore. On va rester toujours bien sûr dans le positif. Allez, un arc narratif préféré dans la continuité de l'épisode préféré. L'arc narratif. C'est là où je vois que j'ai pas mon âge. C'est que moi, les arcs narratifs préférés, c'est les histoires d'amour. Tu es faible, Delphine, mais tu es faible. Oui, c'est une teen série. Moi, j'aime les histoires d'amour. Paxton, il est trop BG, quoi. À partir du moment où tu le présentes à la piscine et que, oui, il s'appelle pas Six Pack pour rien. Putain, il est canonissime. Allez. Et il est vraiment américano-japonais d'ailleurs, le comédien. Mais oui, et parce qu'au début, il devait pas s'appeler Yoshida, il devait juste s'appeler Paxton Hall. Et en fait, quand il l'a vu parler avec quelqu'un de japonais sur le set, elle a dit « Ah mais ça dérange si on en fait... si on apporte Yoshida au nom ?» Il fait « Bah non, carrément quoi. » Et j'ai trouvé ça super bien. En fait, il y a vraiment un mélange de culture dans la série qui est hyper important. Pareil, ça va être plus développé après dans les autres saisons. Donc voilà, donc moi j'aime beaucoup les histoires d'amour, j'aime bien l'histoire du deuil aussi qui est vraiment en filigrane, vraiment assez quand même pas léger parce que Devi elle est comme ça aussi à cause de ça, mais c'est de temps en temps on en parle vraiment un tout petit peu. Et vraiment cette polyculture, d'être dans cette famille indienne, voir comment réagit la mère, voir qu'il faut pas montrer ses sentiments, qu'il faut être très appliqué à l'école, et qu'elle voudrait être juste une fille américaine parce qu'elle est née là quand même aussi. Quand tu vois les flashbacks avec Mohan et elle se sent pas vraiment américaine en fait, Nalini et tout, c'est hyper difficile et pour sa fille et pour elle en fait, et pour Kamala aussi qui vient d'arriver et qui découvre l'Amérique quand elle regarde les épisodes de Riverdale avec sa cousine, c'est à mourir de rire. Oui. Donc je trouve que en fait tous les sujets qui sont mis dans cette série sont hyper intéressants et puis c'est toujours fait avec beaucoup d'humour. Donc je l'aime beaucoup cette série en fait, elle est très différente des autres. Et d'ailleurs, je peux pas m'empêcher quand tu parles de Riverdale de t'énumérer comme ça les nombreuses références de pop culture qu'il y a dans cette série. Je l'ai noté aussi, ouais. Mais oui, John Legend, All of Me, on cite Luke Wilson, le voisin c'est un Luke Wilson raté. On parle de concert de 21 Pilots auquel Kamala ne peut plus aller. Ah oui, quoi, elle dit au revoir à Steve. Mais oui, on parle de baiser dans l'hôpital comme dans Grey's Anatomy. On parle de... Mais t'aimes les filles, tu préfères Kristen Stewart dans Twilight ou Kristen Stewart dans Charlie's Angel? Voilà. Charlie's Angel. Quand on parle des Lakers, des Clippers, de Billy Crystal qui va avoir le match des Clippers, de Shrek, de Michael B. Jordan, enfin voilà, la liste est Sex and the City, la liste est hyper
longue. Et pour prolonger un peu ce que je vous disais sur le champ lexical et la culture indienne, on parle de sari, on nous rappelle ce qu'est la tenue traditionnelle, des recettes de bouffe aussi, que Kamala est censée faire, du sambar, de l'idli, du dosa, enfin voilà. C'est assez drôle, toutes ces rêves qui remplissent la série et qui sont bourrés de clins d'œil comme ça pour tout le public le plus large, mais aussi justement la communauté indienne qui pourrait regarder cette série. Toi, c'est quoi tes arcs narratifs préférés ? Il y en a un qui m'a particulièrement touché, c'est dans ce souci de diversité et d'inclusion, c'est la sœur de Paxton, Rebecca. Ah ben oui, qui est trisomique. Voilà, en situation de handicap. Et j'ai beaucoup aimé ça, la surprotection de Paxton. On sent qu'on est début des années 2020 et qu'on est dans la même période qu'Atypical, quoi. Ça me rappelle un peu cette vibe-là. Et elle est géniale, elle est stylée, elle a du caractère, elle a de la répartie. Bien, hein. Elle joue très bien et on le voit plus, son handicap. Et c'est ça qui est génial. Et j'adore les interactions qu'elle a avec Devi et cette amitié naissante qui est très jolie. C'est ce que tu dis, c'est que nous on le voit pas. Devi, elle le voit pas dès qu'elle la rencontre en fait, alors qu'elle est censée aller coucher avec Paxton. Sa sœur vient frapper à la salle de bain et elle lui dit tiens, qu'est-ce que tu fais ? T'es la nouvelle de Paxton, mais ça m'étonne, tu ressembles pas du tout aux autres. Et en fait, elle discute. T'es pas une traînée. Ouais. J'en pouvais plus. Elle fait burn. Et elle rigole bien. Et puis après, quand il l'appelle pour l'aider, justement, quand elle doit aider Eleanor, en fait, Paxton l'appelle, c'est parce que sa sœur s'est fait poser un lapin par une mannequin. Et donc, elle veut poser pour les fringues de... C'est Rebecca, hein, je crois qu'elle s'appelle. Oui, c'est ça, oui. Pour les fringues de Rebecca. Et donc, à aucun moment... sa maladie est mise en avant. Elle est mise en avant que par Paxton qui lui dit non mais pourquoi t'es avec ma sœur, qu'est-ce que tu fais, et à la fin il lui dit je suis désolée, je la surprotège beaucoup et tout, alors qu'en fait on le voit pas du tout nous finalement son handicap, et ni Devi d'ailleurs. Exactement, il ne veut pas qu'elle soit l'objet de moquerie, que ça finisse dans les couloirs du lycée. Il est très secret sur sa vie quelque part. Il cache sa sœur. Il a honte de tout ce qui est un peu pas populaire, parce que même à partir du moment où il commence à développer des sentiments pour Devi, pareil, il le cache, ils se sont embrassés et après il la ghoste complètement. Et c'est sa sœur qui lui dit non mais t'es qu'un gros con en fait, Devi elle est super. Appelle-la, et d'où la fin de l'épisode 10 où quand Devi embrasse Ben et que bam sur le téléphone t'as Paxton qui l'appelle et ce qui va démarrer un petit triangle pour le premier épisode de la saison 2. Ça dénote bien une force de persuasion chez Rebecca, elle ne lâche rien et c'est pour te tirer vers le haut qu'elle dit ça. Et même si c'est cinglant et c'est sec, c'est jamais méchant et c'est juste, elle vise juste. C'est toujours juste, ouais. J'aime beaucoup ce perso. Vraiment, tous les arcs narratifs avec elle, même la mode, le fait qu'elle a le sens aiguisé de ce qu'elle veut. Ouais, puis du style et tout, elle est toujours sapée. J'adore. Non, c'est sympa, ouais. Bon, et voilà, et c'est dans l'écriture, encore une fois, on nous la présente de la plus belle des manières, sans forcer le trait, et au point qu'on oublie la différence, entre guillemets. On oublie que l'héroïne, et ça vaut pour tout, on oublie que l'héroïne est indienne, même si bien sûr il y a des rappels, mais on la voit aussi comme une américaine, et c'est très bien, comme une américaine, comme une indienne, comme ce que vous voulez. Et c'est ça que j'aime bien, c'est comme Paxton, on le voit pas que comme un américano-japonais, etc., etc. Et c'est ça qu'on oublie à force, et ça c'est très cool. Et c'est justement une phrase de Trent, le meilleur ami de Paxton, parce qu'il lui dit, à un moment donné, il dit qu'il est japonais, et Trent il fait « Quoi, t'es japonais ?» Il fait « Mais je m'appelle Yoshida, gros. » Ah ouais, je pensais juste que c'était comme ça, quoi. Le mec débarque. Paxton n'est pas vu comme quelqu'un de très intelligent. L'extension pire, c'est Trent, voilà. Et Paxton, c'est l'espèce de quarterback, hein. C'est le nageur populaire qui souhaite avoir une grosse bourse pour aller à Stanford. Qui aura les bourses, oui, complètement par la natation, quoi. Ouais, ça fait partie des arcs narratifs. J'en ai pas 10 000. Celui-là m'a particulièrement marqué. Ouais, j'ai bien aimé aussi les grands-pères de Paxton. C'est un peu plus secondaire finalement, les arcs narratifs qui vont marquer plus que les principaux autour de Devi. C'est marrant ça. Je me rends compte en te l'évoquant. Ouais, mais c'est parce que en fait, c'est ce qui gravite autour d'elle. Finalement, c'est elle qui apporte tout ça, et c'est ce qui gravite. Donc c'est normal. Et j'ai lu d'ailleurs que ça tenait particulièrement à cœur du côté de Mindy Kaling de faire des seconds rôles aussi des stars, des gens importants. C'est ce qui fait une bonne série. Hein. Ouais, et vraiment, parce qu'elle l'a été souvent, notamment dans The Office. Bah, ouais. Tu peux me rappeler son rôle dans The Office ?
Kelly, elle travaillait, c'était elle la responsable clientèle, c'est qu'elle appelait votre appel compte beaucoup pour nous, ne quittez pas et tout ça. Et puis le SNL, évidemment, enfin, c'est une personnalité quand même hyper importante aux États-Unis. Oh my God, Kana. Do you know how worried I was when I got a call that you'd been eaten by a wild animal? Then I got here and the nurse told me all this happened because you were drunk. Ow, my shoulder! What on earth possessed you to misbehave this way? Huh? I know I messed up. I was just trying to be a normal teenager. Normal teenagers end up in prison. Or worse, working in Jersey Mike's. I hope you had fun because you are grounded until the day you graduate. No, I'm sorry. Until the day your kids graduate. J'aimerais bien savoir les personnages secondaires que tu préfères. Eh bien moi, ça va peut-être te sembler bizarre, mais j'aime beaucoup Nalini. Ah bon? Ouais, en fait, elle est hyper dure. Le truc, c'est que t'as vu la suite. Pour l'instant, j'ai vu quelqu'un de rigide qui a fendu l'armure en fin de saison 1 seulement. Oui, mais rien que pour ça, en fait. Mais elle a une vraie évolution dans les 4 saisons. C'est le malheur de ce truc-là, c'est que moi, j'ai vu la suite et donc je sais comment elle va évoluer. Et on le voit quand même déjà là, en fait. Tu vois les petites touches, des fois, qui arrivent, qui fait qu'elle n'est pas si dure. Mais elle passe vraiment pour la mère très dure, mais vraiment au fur et à mesure, tu vois ses failles. Et que tu comprends aussi que pour elle, ce deuil, c'est aussi très très difficile. Sauf que maintenant, elle est toute seule à gérer 2 femmes à la maison. Elle a géré son travail dans un pays qu'elle a encore du mal à appréhender. Et c'est pour ça qu'elle veut retourner en Inde et que c'est compliqué et qu'elle mène finalement tout de main de maître quelque part, même si c'est d'une main de fer. Mais elle porte la tradition indienne. C'est vraiment au fur et à mesure où tu vois un petit peu que ça craquelle. Mais je l'aime beaucoup parce qu'elle a aussi des punchlines à mourir de rire. Moi, quand Devi se fait mordre par le coyote et qu'elle arrive, que Devi est à l'hôpital, qu'elle va la voir à l'hôpital et qu'elle voit qu'il y a Paxton, elle fait mais pourquoi t'es là avec ma fille? Mais de toute façon, les ados, ils finissent en prison ou pire, en employés de fast-food. Et ça, c'est trop drôle. Ou justement, le jour de Ganesh Puja, où elle prie toute Ganesh, elle lui dit non mais... pris pour une place à Princeton, ne perds pas ton temps avec la paix mondiale. C'est clair. Va droit à l'essentiel, ma fille. C'est vraiment ce truc c'est vraiment la mère indienne. Il faut que tu fasses une bonne école, il faut que tu aies une bonne situation pour Kamala. Voilà, faut trouver un mari. Il y a encore tout ça. Et en même temps, quand elle découvre que Kamala, elle a un petit copain américain, elle l'engueule pas, tu vois. Elle sait ce que c'est, elle voit ce que c'est, elle fait ok, t'as vécu ta vie avant de t'installer, c'est bien et tout. C'est vrai que ça laisse entrevoir une certaine souplesse. Elle a un bon fond, quoi. Et c'est juste que, en fait, elle doit tout gérer. Sauf qu'en Inde, t'as pas le droit de montrer tes sentiments, c'est trop indécent. Et donc, en fait, elle met tout au fond d'elle. Il y a ce moment où elle est chez la psy, qui, même si c'est pour les riches blancs, où elle arrive à s'ouvrir un petit peu, quoi. Et que tu sens, et c'est là où la psy, elle lui dit, mais en fait, si vous montrez à votre fille que c'est dur pour vous, ça va forcément vous lier, quoi. Et vraiment, elle a une très bonne évolution dans les autres saisons. Elle est très dure comme parent, hein. J'aurais détesté l'avoir comme mère. Mais c'est un personnage, pour le coup, haut en couleur, quoi. Elle est... Donc, au niveau perso, elle est très intéressante. D'accord. Bon, oui, je valide, je comprends le raisonnement. J'ai ressenti ça seulement sur la fin, en 9-10 en fait. Ouais, parce que je me dis, waouh, elle s'en prend tellement plein la tronche quand même. Elle fait du mieux qu'elle peut et sa fille a tendance à l'oublier. En vrai, même avant, tu vois, quand elle a un flashback avec le scooter, tu te dis, mais pourquoi elle veut revendre le scooter de Mohan? Et en fait, elle a le flashback où tu te rends compte qu'elle a eu une fausse couche et finalement, ça lui rappelle un bon souvenir parce que Mohan l'a conduit sur le scooter. Et là, tu vois qu'elle a vécu des drames dont sa fille n'est pas au courant, donc, et qu'elle cache tout parce que dans la culture indienne, t'as pas le droit de montrer tes sentiments. Oh, ça vaut dans beaucoup de cultures, ça. Oui. Lisez entre les lignes, amis auditrices et auditeurs, vous savez. Je dis souvent dans les épisodes, lisez entre les lignes. Donc en fait, c'est pareil, c'est distillé dans chaque petit épisode, quoi. Et ce truc d'offrir des chocolats à chaque fois que tu vas quelque part. Mais oui, c'est clair, on va pas chez les gens les mains vides. Je l'ai tellement pris dans la gueule, cette phrase. Donc oui. Toi, c'est qui? Oh, il y en a plusieurs. J'aime bien Fabiola. J'ai une tendresse particulière pour ce personnage secondaire. Oui, le robot, elle est géniale. Déjà, c'est une geek. Je la trouve trop stylée avec ses salopettes. J'adore cette double culture qui est la sienne aussi, puisque voilà, elle est afro-américaine, mais latino aussi, un peu comme Miles Morales avec Spider-Man, pour vous donner une autre idée.
Et vraiment, j'adore son évolution, j'adore sa sensibilité, j'adore le fait que c'est une super amie, une super copine. Elle répond toujours présent quand il faut aider les autres. Et moi, c'est des valeurs qui me touchent, donc c'est un spot particulier sur elle. Et puis quand même, en mode un peu moins sérieux, j'ai quand même une affection particulière pour Eric, même si c'est une putain de caricature du geek qui passe sa vie devant l'ordinateur et qui est enrobé. Quand il vient draguer Kamala. Ah non, mais j'en pouvais plus. Non, mais il y a trop de scènes qui m'ont fait mourir de rire. Il dit qu'il peut pas rentrer dans une salle de répète parce que ça sent trop la merde dans la salle. C'est le seul à le sentir et il insiste. Il remet ça plus tard dans l'épisode 6. Putain, j'ai bu du lait qui puait quand je l'ai senti. Et là, faut que j'aille au shot, madame. Je sais que ce lait, il était pas bon parce que j'ai pas pu boire plus de 2 verres. Sous-entendu qu'il en boit plus d'habitude, quoi. Pourquoi tu l'as bu, quoi? Mais oui. Il vomit en soirée. Et dans la foulée, il se met en mode salut, comme si de rien. Et face à Kamala, je suis un mec très populaire et très beau pour la draguer. Mais non, le mec, on lui met une note de 80. Le 80, il le transforme, il écrit en boobs. Mais c'est un génie, ce mec, c'est un génie. Voilà, c'est mon perso préféré. C'était assez lunaire d'assister à tout ça. Tout ça, c'est des moments what the fuck et je m'y attendais pas, quoi. Oui, c'est ça, mais en fait, c'est des petits trucs qui arrivent comme ça, par touche, par un perso qui arrive de nulle part et qui te balance un truc, une punchline, et tu fais, mais bien sûr, quoi. Et justement, t'en as relevé des moments marrants, what the fuck? Eh bien, justement, toi, c'est dans l'épisode que t'aimes pas, mais c'est donc dans la simulation de l'ONU. Et en fait, la deuxième partie, donc Davy fait et la Guinée équatoriale, et Ben et les États-Unis, et en fait il y a tout un truc sur l'environnement. Et donc la soirée est passée, ils sont devenus amis, Ben et Davy, sauf que le lendemain il y a tout un truc sur le fait que Davy ait menti sur le fait qu'elle avait couché avec Paxton, mais ça s'est su, et donc Paxton est un peu en colère, et donc Davy trouve que c'est la faute de Ben si Paxton le sait, quoi. Bref, c'est un gros quiproquo, et donc elle décide de se venger contre Ben. Et donc elle arrive, ils sont censés devenir alliés même pendant cette simulation. Sauf que elle se met en allié avec la Russie en lui disant si t'es allié avec moi, je te file mon mail. Tu dis mais tu me l'as déjà donné, non mais je te donne mon vrai mail. Et donc c'est bon, j'ai la Russie, j'ai l'arme nucléaire, j'ai la bombe nucléaire, et je décide de bombarder les États-Unis parce que c'est le pays qui pollue le plus. Et là ça se transforme en 3e guerre mondiale. Wow, free. Wow, free. Oui, c'est ça. Et tout le monde dit on veut trop faire la guerre. C'est vraiment Docteur Folamour, et j'ai trouvé ça génial en fait. C'était complètement improbable, mais vraiment parce que c'est les futurs cerveaux en plus des États-Unis, et tu dis que la meuf, juste parce qu'elle est vénère, elle va te balancer une bombe sur un autre pays, quoi. Elle nous a fait du Trump, hein, potentiellement. C'est ça, c'est exactement ça. À base de gros boutons rouges, hein. Voilà, ça c'est improbable. Donc cette fin d'épisode me fait beaucoup rire à cause de ça en fait. Bon, je peux le comprendre en effet. Et toi alors Non, le père réincarné en coyote aussi, c'était improbable. Ouais, c'était drôle. Mais là, c'est là où tu vois la culture aussi indienne, parce qu'elle voit ça et elle dit mais bien sûr, c'est mon père, il est à côté de son jardin, ça peut être que lui. Aucun de nous se dirait ça en vrai. C'est n'importe quoi, mais il y a plein de moments où c'est du grand n'importe quoi, genre t'as couché avec Paxton, mais tout le monde le connaît dans la Californie. Mais attends, Davy, on va te laisser notre lit. Donc elles dorment à 3 dans le même lit, elles sont 4 dans une chambre où il y a 2 lits, c'était censé être 2-2. Elles vont à 3 dans le même lit et elles toutes seules. Non mais... Il y a plein de moments où c'est n'importe quoi. La liste serait trop longue, quoi. Et puis je vous en ai fait part aussi avec certaines répliques pop culturelles qui étaient pas piquées des hannetons, comme diraient les jeunes. Donc voilà, je pense qu'on a passé pas mal de choses en revue. Est-ce qu'éventuellement j'ai oublié des choses? Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose concernant la série Mes Premières Fois? D'ailleurs, j'aimerais bien savoir, est-ce que ça vaut le coup de continuer après la saison 1? Oui, clairement, ça vaut le coup de continuer parce que la saison s'améliore vraiment au fur et à mesure. Et la saison 4, elle est très touchante. Je trouve que, vu qu'ils savaient que ça finissait, ils ont très bien conclu. C'est la fin du lycée de toute façon. Et donc, ils ont très bien conclu la série. Ça vaut vraiment le coup d'aller au bout. Surtout qu'en vrai, c'est 4 saisons de 10 épisodes, c'est 40 épisodes de 30 minutes, même pas. Ça se fait très vite et c'est un petit bonbon aussi parce que c'est très drôle. Même si des fois c'est hyper cringe parce que t'es mal à l'aise des choix de Davy et parce qu'elle fait vraiment n'importe quoi.
Ah ouais. Mais non, la série, elle est très cool. Tu vois, moi là, je l'ai finie, je l'avais déjà vue. Et là, d'avoir revu la première saison, je crois que je vais me la refaire en fait, parce qu'elle est trop mignonne. Mais oui, elle est pas assez connue et pourtant elle est vachement bien. Elle est à 3,8 je crois sur Allociné. C'est vrai ? Quelques milliers de notes, ouais. Ça mérite quand même un peu mieux. Je pensais vraiment qu'on allait dépasser les 4. Mais non, 3,8 à ce jour, au moment où on enregistre. On vous laisse vous faire votre propre opinion. Je vous rappelle que la série Mes Premières Fois est disponible sur Netflix. Comment on dit en anglais ? Never have I ever. C'est un jeu à boire à la base. Voilà, c'est ça. Oui. 4 saisons, c'est marrant, ça m'étonne pas que tu le saches ça. 4 saisons et 40 épisodes d'une durée moyenne d'un peu moins de 30 minutes. La saison des séries, c'est fini. Un grand merci à toi Delphine d'avoir été avec moi. Merci à toi Junior. Pour écouter ou réécouter nos anciennes émissions de la saison des séries ou d'un pilote presque parfait, vous pouvez nous retrouver sur votre appli podcast préféré. Vous pouvez nous dire que vous nous aimez en laissant un commentaire et 5 étoiles sur les applications Spotify, Apple Podcasts ou Podcast Addict. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, bien sûr, la saison des séries. Nous ne sommes plus sur le réseau de l'enfer X, donc vous pouvez l'oublier. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout et je vous souhaite à toutes et à tous plein de bons épisodes. À très bientôt. Ciao. Salut.